C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Moins 60%, c'est la réduction drastique annoncée par le gouvernement ivoirien. Le prix du cacao passe désormais à 1200 francs CFA le kilo. Ultime effort pour tenter de répondre à la chute des cours mondiaux et à la crise de surstockage. Cyril Ramaphosa en médiateur. Le président sud-africain offre ses services pour tenter de mettre un terme au conflit au Moyen-Orient. Le chef de l'État insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Et après la Coupe d'Afrique des Nations et à l'horizon de la Coupe du Monde 2030, le Maroc ne joue pas seulement sur le terrain sportif, mais également sur le terrain économique. Riyad Metzour, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, est notre invité ce soir. 1200 francs CFA, c'est le nouveau prix d'achat du kilo de cacao qui a été annoncé ce mercredi par le Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une baisse drastique pour le premier producteur mondial, alors que la filière est en crise depuis plusieurs mois. Les explications de Julia Guggenheim à Abidjan. L'annonce était très attendue, mais elle a jeté un froid ce mercredi à Abidjan à 1200 francs CFA le kilo, soit un peu plus d'1,80 €. Le prix d'achat du kilo de cacao a été plus que divisé par deux par rapport à la précédente campagne où il avait été fixé à 2800 francs CFA. Cette campagne qui devait initialement se terminer à la fin du mois de mars a été écourtée en raison de la grave crise que traverse actuellement le secteur, en raison notamment de la chute des cours mondiaux de cacao. La Côte d'Ivoire peine à écouler une partie de ses stocks, 102 000 tonnes selon les autorités, beaucoup plus selon les syndicats. Alors l'État s'est engagé à racheter la totalité des stocks résiduels, mais pour l'instant cette promesse n'a été honorée que pour un dixième des stocks. Le nouveau prix devrait permettre au premier producteur mondial de cacao d'écouler un petit peu plus facilement sa production, mais risque de toucher durement au portefeuille les 1,2 million de planteurs que compte la Côte d'Ivoire. Au Bénin, l'ancien président Boni Yayi démissionne de la tête du principal parti d'opposition, les démocrates. Bientôt âgé de 73 ans, il explique vouloir pleinement consacrer cette nouvelle étape de sa vie au repos. Figure majeure de la vie politique béninoise depuis plus de 30 ans, Boni Yayi confie donc l'intérim au vice-président du parti. Cette annonce intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le 12 avril, plus de 7 millions de Béninois seront appelés aux urnes. Alors que le conflit s'intensifie au Moyen-Orient, le président sud-africain a exprimé sa vive préoccupation face à cette escalade. Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud était prête à assumer le rôle de médiateur et appelle toutes les parties au dialogue. Les explications, Caroline Dumais. Le président Cyril Ramaphosa est fin diplomate. Il a condamné l'opération américaine qui est, je cite, contraire au droit international, mais il n'est pas allé jusqu'à présenter ses condoléances à Téhéran, comme l'a fait Vladimir Poutine. Il sait que l'opinion publique est divisée par rapport à la question iranienne. Divisée déjà en janvier 2024, quand l'Iran entrait dans le groupe des BRICS sous la pression de la Russie et de la Chine. Pour Téhéran, c'était un moyen de contourner les sanctions et pour l'Afrique du Sud, d'avoir un nouveau partenaire commercial. Car pour Cyril Ramaphosa, l'alliance est avant tout économique, pas politique, pas militaire. Et c'est pour ça qu'en janvier 2025, quand les BRICS ont fait un exercice militaire, eh bien le chef de l'État a demandé expressément à ce que les navires iraniens n'en fassent pas partie. Ils ont pourtant participé, une commission d'enquête est en cours. Tout le monde sait qu'au sein du gouvernement, il y a des dissensions par rapport à la politique de Téhéran. Mais l'opposition demande aujourd'hui, au fur et à mesure que le conflit s'étend, que Pretoria clarifie sa position par rapport à l'Iran. Le Maroc a accueilli la dernière Coupe d'Afrique des Nations et sera également le co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Alors malgré les débordements qui ont entaché la finale de la CAN, au-delà de la passion populaire, ces événements sportifs sont présentés comme de puissants leviers économiques. Et pour en discuter, Riyad Metzour, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, est parmi nous. Alors bonsoir Monsieur le ministre.
On va d'abord commencer par ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous venez de le voir, le président sud-africain qui se propose en tant que médiateur. Le Maroc fait partie donc également d'accords de libre-échange avec notamment les pays du Golfe. Que pensez-vous du conflit actuel? D'abord, c'est une guerre, et puis dont les premières victimes sont les populations qui les subissent, de manière directe d'ailleurs ou indirecte. Ensuite, le Maroc s'est exprimé en condamnant lourdement les attaques contre les pays frères, les pays arabes. Ensuite, Sa Majesté a personnellement contacté les leaders de ces pays frères. Et nous suivons avec beaucoup d'attention, et nous avons appelé bien évidemment à une désescalade, et nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de ce conflit. Est-ce que vous ressentez déjà un impact économique? Alors, le conflit a déjà entraîné évidemment les monarchies avec des attaques sur leur territoire. Vous, le Maroc fait partie d'accords de libre-échange avec les monarchies du Golfe. Est-ce qu'il y a un impact pour vous? Mais comme vous le savez, le Maroc est un pays émergent qui a des accords de libre-échange avec des pays qui représentent 3 milliards d'habitants dans le monde. Donc bien évidemment, nous sommes très préoccupés parce que ce sont des pays frères et des pays amis avec lesquels nous avons des coopérations très étroites. Nous sommes aussi très préoccupés et très intéressés par être à leur côté et à leur apporter notre soutien. Et au niveau économique, bien évidemment, nous suivons avec beaucoup d'attention les évolutions, notamment en matière énergétique et notamment les évolutions des prix du pétrole. Et nous nous préparons bien sûr à faire face. Et comme vous le savez, le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté, a mis en place un espace économique assez large, diversifié, résilient, avec plusieurs leviers, plusieurs boucliers qui nous ont permis de résister à plusieurs crises, notamment ces dernières années, que ce soit l'inflation due à la crise ukrainienne, la période de sécheresse qui a duré quand même 7 ans, ou différentes catastrophes naturelles comme tremblements de terre ou les dernières inondations. Donc le Maroc est un pays émergent aujourd'hui et sous la conduite de son souverain a tous les éléments pour accompagner d'abord les pays amis, les pays avec lesquels nous avons des liens très très étroits et très proches, et ensuite pour pouvoir apporter une réponse aux différents challenges économiques. Et en parlant de libre-échange, vous avez également à plusieurs reprises souligné votre engagement à soutenir la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, dont le Maroc fait partie. Où en sont vos échanges avec le reste du continent? Alors, encore trop faible par rapport à ce que nous souhaiterions. Comme vous le savez, le Maroc a développé, sous la conduite du souverain, une économie ouverte, une économie émergente, une économie qui se base sur l'industrie. 87% de nos exportations sont des produits manufacturés. Cela est basé sur une approche holistique du développement, ouverture de l'économie, investissement dans les infrastructures, investissement dans les talents, cohérence dans les politiques industrielles. Aujourd'hui, Sa Majesté a entamé une initiative atlantique, comme vous le savez, une initiative sahélienne d'intégration qui va au-delà de l'ouverture économique qui est proposée par la zone de libre-échange à laquelle nous adhérons et à laquelle nous contribuons de manière très forte, mais qui exige la mise en place de corridors énergétiques, à l'instar du corridor Nigeria-Maroc, de corridors maritimes, avec l'ouverture du port de Dakhla qui va constituer une porte ouverte pour tous les pays du Sahel vers le monde, et bien évidemment d'intégration industrielle à laquelle nous travaillons sous la conduite éclairée du souverain. Alors on revient à la CAN qui s'est achevée il y a presque déjà 2 mois. La CAN féminine est prévue à partir du 17 mars. Monsieur le ministre, est-ce qu'elle va se tenir à cette date? Il n'y a aucun élément qui dit le contraire pour le moment. Aujourd'hui, il y a des discussions. Le Maroc est prêt, a toujours été prêt à organiser des événements sportifs. Il en organise depuis des années avec le succès que tout le monde a pu constater lors de la dernière CAN, et qu'on va crescendo dans nos capacités d'organisation, et nous sommes toujours prêts à soutenir les compétitions du continent et du monde. Parce qu'il y a quelques sources qui indiquent quand même qu'il y aurait un report de cette CAN féminine. Si c'est le cas, si c'était le cas, ce sera une décision des autorités footballistiques africaines, et en aucun cas celle du Maroc. D'accord. Donc pour revenir à la CAN masculine qui s'est achevée donc avec la victoire du Sénégal face au Maroc, on connaît les débordements qui ont quand même entaché cette finale. Quelle relation entretenez-vous en ce moment avec le Sénégal? Vous savez, juste une semaine après la finale, il y a eu la commission mixte et nous avons reçu le Premier ministre et
des ministres sénégalais et nous avons confirmé notre attachement à la relation et à la construite et la construction d'une relation encore plus forte entre les deux pays qui ont des liens très très forts, historiques, culturels et aussi économiques. Et bon, c'est une finale, est une finale. Et puis le lien entre deux peuples frères, entre deux peuples qui ont des racines communes et une culture commune, ça ne s'évapore pas avec une finale, une confrontation sportive. Nous sommes tous mobilisés à renforcer cette relation et Sa Majesté y veille personnellement. Et même s'il y a eu une défaite sportive, il y a eu quand même une victoire au niveau finance. Économique. Il y a eu un modèle d'émergence de notre pays qui se confirme de jour en jour, qui s'est confirmé à travers l'organisation de cette compétition sportive, qui a été bénéfique, contrairement à ce qui se disait avant pour le pays. Et le pays a su la transformer en réussite économique, mais aussi en réussite médiatique et en réussite par rapport à la capacité d'organisation de classe mondiale de notre pays. Mais il y a beaucoup d'autres confirmations dans le domaine industriel, et je pense qu'on en parlera, et dans d'autres domaines qui démontrent que le Maroc a atteint le seuil d'émergence et aujourd'hui est capable de mobiliser ses talents, de mobiliser sa vision, de mobiliser sa stabilité, de mobiliser tout ce qu'il a construit durant les 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi pour démontrer au monde que nous avons un pays africain émergent qui s'assume. Et quels sont les secteurs qui en ont le plus bénéficié ? Alors le principal secteur qui en a bénéficié, c'est bien évidemment le tourisme, mais derrière cela, il y a aussi le secteur de la construction, avec toute l'animation qu'il y a eu, les animations qu'il a fallu mettre en place, etc. Troisième secteur qui en a bénéficié aussi, et pour le bonheur de toute la population, c'est le secteur des transports, avec la densification du réseau de transport, qui ont permis de renforcer nos capacités de transport public, et bien évidemment le secteur de la santé, avec toutes les infrastructures supplémentaires qui sont mises en place pour pouvoir organiser des compétitions de classe mondiale. Mais c'est juste un rendez-vous. In fine, ces infrastructures de classe mondiale restent au service de la population. Et donc des retombées qui vont durer sur la longueur ? Alors non seulement des retombées qui vont durer sur la longueur, des retombées immédiates positives et rentables par rapport à l'événement lui-même, mais une démonstration que ce type d'événement est bénéfique pour la population, est bénéfique pour l'économie et un tour de piste, un tour d'essai avant l'organisation d'un événement de plus grande importance qui est la Coupe du Monde de 2030. Et si on se projette pour la Coupe du Monde 2030, vous vous attendez aux mêmes retombées ? On s'attend à plus. On a aujourd'hui réalisé 80% des investissements sportifs qui sont nécessaires pour la Coupe du Monde. Bien évidemment, on est en train de travailler pour densifier nos capacités d'accueil, pour densifier nos capacités de transport, pour densifier nos capacités de santé, pour être en mesure d'être au rendez-vous, mais aussi pour pouvoir les laisser en héritage à toute la population marocaine pour qu'ils aient un service de transport public encore plus performant, un service de santé encore plus performant et que ce soit non seulement bénéfique en tant qu'opération commerciale et économique, mais aussi qu'on en profite pour faire un saut au niveau du service public aux citoyens. Et dernière petite question, est-ce que vous avez dû avoir sacrifié des lignes budgétaires en termes d'investissement pour pouvoir préparer ces Jeux ? Alors tout cela est bien évidemment bien calculé. Alors je vais vous donner un exemple. Pour la mise à niveau des stades, sur 3 ans, il a fallu mettre 20 milliards de dirhams, enfin 2 milliards d'euros sur la table pour le faire. Et en face de cela, pour vous donner un exemple aussi, le budget éducation-santé est de l'ordre de 14 milliards d'euros par an. Donc c'est un sacrifice pour créer plus de richesses, pour générer plus de recettes à l'État qu'on va investir et qu'on est en train d'investir dans les secteurs sociaux. Donc tout ça est un modèle de développement très cohérent avec une priorité bien évidemment sur le bien-être de la population, mais en même temps une démonstration d'émergence pour rendre notre pays plus attractif et créer plus de richesses. Rendez-vous est pris donc pour la Coupe du Monde 2030. Merci. Et bien beaucoup. avant. Merci beaucoup Riyad Medzour, ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. Elle est à la fois puissante et fragile. La gagner demande de l'honnêteté, de l'engagement, de l'exigence et de l'indépendance. Elle est un socle essentiel de la démocratie. Elle a la même valeur dans toutes les langues. Sans elle, la liberté de penser n'existe pas. Elle, c'est la confiance, notre raison d'être. France 24, liberté, égalité, actualité. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité.
Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité. Prenez soin de ceux que vous aimez en regardant la météo avec Pierret Portes et Fenêtres et sa garantie totale de 20 ans. www.pierret.net.